Alors passer à l'échelle, ça veut dire qu'il y a forcément un impact sur les dépendances. Quand on a plusieurs équipes, la communication entre les membres de l'équipe déjà, c'était important dans Scrum, mais alors là ça devient un enjeu majeur puisqu'on doit s'assurer que au sein d'une même équipe les gens se comprennent et entre différentes équipes les gens se comprennent aussi et qu'ils comprennent la même chose et pas qu'ils n'aient pas des visions différentes, qui partent pas une équipe A part à droite et puis l'équipe B part à gauche. Et il y a peu de chances qu'on se retrouve à la fin du sprint. Donc là où il va falloir vraiment communiquer et être très vigilant, c'est sur les dépendances. Les dépendances entre les éléments du backlog de produits, les dépendances entre les équipes, et puis les dépendances à l'intérieur des équipes. Le testeur, il ne peut pas commencer à travailler si le développeur n'a pas fini ses développements. Donc là, il va falloir être rigoureux sur la planification. Et il va falloir faire des rétrospectives qui permettent d'améliorer les processus très rapidement. Il va falloir se focaliser sur ces éléments-là lors des rétrospectives. Comment on gère les dépendances? Est-ce que nos process de gestion des dépendances sont efficaces ou pas? Et puis, les dépendances entre les équipes, ça peut arriver. On a une équipe A qui peut attendre le résultat du travail d'une équipe B. Alors, si les deux sont sur le même sprint en même temps, j'attends le travail de l'équipe B pour pouvoir faire des choses à mon niveau. Là aussi, la planification elle a intérêt à être rigoureuse. Donc, ça va avoir des impacts principalement sur l'affinage, l'ordonnancement du backlog de produits et sur la planification. Pourquoi sur l'affinage? Parce que si c'est une équipe qui affine, c'est elle qui va développer. Si j'ai des équipes qui sont, si j'ai une équipe qui est beaucoup plus efficace qu'une autre, elle va tendance à avoir la capacité d'affiner beaucoup plus que l'autre. Et l'autre, elle va se consacrer beaucoup plus sur ses développements que sur l'affinage. On risque de se retrouver avec un déséquilibre. Une équipe qui affine pour l'autre. Et la deuxième équipe qui arrive en sprint, qui n'a pas participé à l'affinage et qui commence à découvrir les éléments. Ça, c'est problématique. L'ordonnancement du backlog de produits, pareil, s'il y a des dépendances et que on sait que l'équipe B va devoir travailler sur des éléments qui ont été construits par l'équipe A, c'est pas la peine de les lancer en même temps. Il vaut mieux lancer l'équipe B avec un sprint de décalage et pendant que l'équipe A termine de développer son élément, le transformer en un incrément de produit fini, l'équipe B elle va travailler sur un autre élément, mais pas sur l'élément qui dépend de l'équipe A. Parce que sinon on se retrouve là sur de la gestion en flux tendu, c'est beaucoup de prise de risque pour rien du tout. Ça apporte assez peu de valeur finalement. Et donc, forcément, on vient de le voir, hein, ça impacte la planification. Le plan de release, je ne vais pas le faire de la même manière. L'ordonnancement du backlog de produits, je ne vais pas forcément le faire de la même manière, parce que je vais être très vigilant sur les dépendances. L'identification et la gestion des dépendances dans le backlog de produits, ça va devenir une activité critique. D'ailleurs, la plupart des questions que j'ai vues passer sur des examens Product Owner ou Scrum Master sur des PSM1 ou PSPO1 concernant Scrum à l'échelle portaient sur la gestion des dépendances. La plupart des questions des gens que j'ai eu l'occasion de former portaient sur la gestion des dépendances. C'est là où ils sentaient qu'ils avaient été un peu légers lors de l'examen, parce que c'est des notions qu'ils ne connaissaient pas bien. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où on a des défauts dans l'identification des dépendances, ça va engendrer potentiellement une, deux ou trois des problèmes suivants. Un découpage incorrect qui va nous amener en fin de sprint à avoir des incréments qui ne sont pas finis. Alors ils sont finis selon la définition de fini, mais ils ne sont pas opérationnels. J'ai aucune chance de pouvoir les pousser en prod parce qu'il me manque des bouts. Donc ma solution, elle ne marche pas. Parce que j'ai pas correctement découpé. Si ça va pouvoir me causer une planification complexe. Je vais me retrouver, je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, hein, à devoir gérer des flux tendus entre des individus, et voire même je suis en flux tendu entre deux ou trois équipes. C'est-à-dire que l'équipe B, elle attend vraiment que l'équipe A l'ait terminée. Là, elle a terminé tout ce qu'elle pouvait faire de manière autonome dans son backlog de sprint, et maintenant elle est bloquée.
Donc si j'ai une équipe de 9 personnes qui est bloquée pendant 2 jours, je perds 18 jours de charge. Alors ça, c'est de la perte nette. C'est pas du tout comme ça qu'on optimise la valeur du travail de l'équipe de développement. Et ça, c'est de la responsabilité du PO. Le deuxième responsable derrière, ce sera le Scrum Master, mais le premier, c'est le PO. Et puis, ça va m'amener une réalisation saccadée. Je vais avoir des équipes qui vont travailler un peu cool, et puis à un moment, il y a leurs petits collègues qui se sont mis à prendre de l'avance, et bien là, je suis plus cool du tout, là. Là, il faut au contraire faire des heures sup, il faut rattraper du retard. Alors, dans le Lean, on appelle ça des muras, et ça entraîne forcément des muris. Les muras, c'est des irrégularités, et les muris, c'est des surcharges. Donc, ça, c'est pas des bonnes pratiques, c'est pas des pratiques agiles, hein. Je rappelle que l'agilité, ça vient principalement du Lean. Donc, si on se retrouve avec des muras et des muris parce qu'on n'a pas su identifier les dépendances, là, il y a des processus à améliorer. Il y a vraiment un travail d'amélioration à faire au sein de l'équipe, et les rétrospectives de sprint sont faites pour ça. Parfois même, la situation est suffisamment grave pour qu'il ne faille pas attendre la rétrospective de sprint. On peut tout de suite commencer à envisager des solutions pour les sprints suivants. Plus tôt on règle les problèmes, et mieux c'est. Donc, la transparence des artefacts de Scrum, pour être concret et résumé, ça devient essentiel. Est-ce que mon backlog de produits est transparent? Est-ce qu'on comprend bien dans quel ordre on va le traiter? Quelle équipe va plutôt commencer à s'intéresser à quel élément? Est-ce que mon incrément est transparent? Est-ce que mes backlogs de sprint sont transparents? Est-ce que ma définition de fini est transparente? Est-ce que tout le monde, tous les individus dans toutes les équipes comprennent bien ce que ça veut dire, cette définition de fini? Alors ça, c'est essentiel, parce que sinon, avoir un seul et unique incrément à la fin d'un sprint, ça va être compliqué. Si chacun a sa vision, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Voilà, la prochaine fois, on verra l'impact que Scrum à l'échelle peut avoir sur les événements de Scrum. On se doute bien que ça a un impact, notamment sur la manière de planifier les sprints.